Vous êtes branchés sur Mondico Télévision. Madame, monsieur, bienvenue à votre magazine socio-politique Tribune, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous dans ces numéros monsieur Marius Moubalama. Il est membre fondateur du parti CCR et cadre de ces partis. CCR veut dire Convention de Congolais pour la redevabilité. C'est donc avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité, mais aussi beaucoup plus sur ces nouveaux partis qui viennent de s'ajouter sur la liste de partis politiques en République démocratique du Congo. Bienvenue, monsieur Marius Moubalama. Merci beaucoup, madame Ranta, pour cette invitation. Je suis heureux de me retrouver dans ce beau cadre de Mondico Télévision. Merci beaucoup, madame. Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi d'avoir répondu à cette invitation. D'entrée de jeu, nous parlons de la Convention de Congolais pour la redevabilité. C'est un nouveau parti parce qu'il y a déjà une panoplie de partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Et ces partis viennent de s'ajouter. On peut savoir le président de ce parti avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Ok, merci beaucoup, madame. Parlez-nous un peu du président du parti Convention de Congolais pour la redevabilité. Merci beaucoup. Le parti Convention des Congolais pour la redevabilité, c'est un parti qui est nouvellement créé, comme vous l'avez dit, enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur par l'arrêté numéro 177 2023 du 17 juin 2023. Très récemment, notre bébé. Il a encore un bébé. Oui, le parti est dirigé par un leadership de qualité, un leadership visionnaire et responsable, par la personne de Monsieur Vital Moussoko Tigochole, que je rends hommage en passant. C'est un monsieur avec qui nous avions beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi. Au départ, on réfléchissait dans le cadre d'une structure qu'on appelait... Parce que je vous ai présenté ici comme membre fondateur, donc vous êtes vraiment parmi ceux qui ont créé ce parti. Oui, c'est ça que je disais. À la base, on réfléchissait dans le cadre d'une structure, d'une organisation non gouvernementale qu'on appelait Caucus des Congolais pour la bonne gouvernance. Mais on se sentait toujours limité par rapport aux actions qu'on devrait mener sur ce terrain. Parce que nous avions fait un constat vraiment amer quant à ce qui concerne la gestion du pays depuis Bellurette. Et il fallait participer. Parce qu'on s'était dit, rester observateur, ça serait complice. Et ce qui s'est fait. Comme on dit, si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de vous. C'est ce que nous avions dit, non. Par rapport à nos réflexions, qu'est-ce qu'on peut amener de plus? Qu'est-ce qui manque? Nous avions pris vraiment le temps d'observer. On s'est rendu compte qu'il y a cette conscience collective-là qui manquait, de la redevabilité par rapport à la nation. Généralement, nous, Congolais, peuple congolais, nous avons tendance à attendre beaucoup du pays. Mais on se dit, qu'est-ce que nous, citoyens aussi, nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons donner à la nation? Parce qu'il faut donner à la nation pour que la nation, à son tour aussi, puisse vous rendre la sa sœur. Mais si nous ne faisons rien, nous attendons tout du pays. On s'était dit ça devient compliqué. C'est ainsi que dans nos réflexions, nous sommes dit non, mettons quand même en place, parce que la Constitution nous le permet, une structure qui va s'occuper désormais, qui va être une partie prenante, qui va promouvoir cette conscience collective-là longtemps perdue, la redevabilité, qui marche de pair aussi avec la citoyenneté. Vous voyez, je me rappelle le maréchal Mobutu de Reste Mémoire, qui mettait en exergue, qui faisait son cheval de bataille la citoyenneté. C'est cette citoyenneté-là que j'estime être le lien juridique entre l'individu et la nation, qui confère à l'individu ses droits, mais aussi ses devoirs par rapport à la nation. Mais nous venons aussi redonner encore cette conscience à la nation au travers de la redevabilité. Vous voyez, le constat c'est quoi? Permettez-moi, madame. Je vous en prie. Nous avions constaté que généralement, au pays ici, quand on est nommé à des postes de responsabilité, c'est devenu l'occasion pour beaucoup d'entre nous qui ont eu cette occasion-là de fêter, de se réjouir, tout en oubliant qu'ils ont... On voit souvent, nous les ressortissants de telle province, nous les ressortissants de telle école, nous venons féliciter. Ça se fait souvent quand il y a des nominations. C'est ce genre de comportement-là qu'il faut voir dans quelle manière du possible mettre fin à ça. Quand vous êtes nommé à des postes de responsabilité, vous n'y êtes pas
nommé ou bien placé à ces responsabilités-là pour votre propre compte. Vous y êtes pour la communauté, pour tout ça veut dire pays. que vous êtes redevable vis-à-vis de la communauté. Quand vous entrez... Et non pas un groupe restreint de d'une population qui vient de ressortissants d'une telle province, qui veulent, quand je suis par exemple de telle province, je suis nommé, les gens viennent, nous les ressortissants, alors que vous êtes nommé pour être au service de toute la nation. Très bien. Vous êtes nommé pour être au service de la nation. C'est ainsi que, avec CCR la redevabilité, veut faire voir à la communauté nationale qu'une fois on est nommé à des postes de responsabilité, vous avez l'obligation de revenir vers la base, vers la population, de rendre compte. Vous voyez? De rendre compte de ce que vous faites. Et d'accepter aussi des contrôles. Parce que la redevabilité, quand on est responsable, on doit accepter de rendre compte. Et d'accepter de faire les contrôles. Et si le contrôle est concluant, vous continuez. Si le contrôle n'est pas concluant, mais acceptez aussi... Vous devez aussi être sanctionné. Les sanctions. C'est pourquoi l'Assemblée nationale est là, interpelle toujours le ministre. Mais malheureusement, nous voyons des jeux qui se font, une fois ministre est interpellé avec des faits très avérés. Il a toujours été soutenu par sa famille politique. Tout en oubliant qu'il y a la population qui attendait beaucoup de ces ministres-là. Et donc, quand on est nommé responsable à n'importe quel niveau, retenez que vous êtes redevable vis-à-vis de la population. Vous devez accepter, vous devez revenir vers cette population-là, les consulter, savoir quels sont leurs besoins. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous travaillez avec quelqu'un alors que vous ne connaissez pas quels sont ses besoins. Vous devez savoir les besoins pour bien y répondre. Voilà, vous avez parlé de redevabilité. Puisque vous avez parlé de la redevabilité, j'aimerais un peu aussi évoquer cette question. Avec aujourd'hui, on en voit avec l'Assemblée nationale, nous avons nos députés qui sont élus, aujourd'hui ils sont au nombre de 500. Malheureusement, nous sommes présentement pendant les vacances parlementaires. Malheureusement, ils sont très peu nombreux, ceux qui reviennent même vers leur base pour leur rendre compte de tous les travaux qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand vous êtes pendant les vacances parlementaires, ils prennent les avions pour l'Afrique du Sud, pour l'étranger, pour le soin, pour le repos, alors que le travail, alors que la mission de vacances parlementaires serait que de retourner auprès de la base. Alors vous, CCR, aujourd'hui vous nous amenez vous mettez en exergue la redevabilité. Vous pensez que le Congolais aujourd'hui, avec à l'état où nous sommes arrivés, vous pensez que c'est possible? Parce que nous sommes dit, pendant la période électorale plutôt, ils vont revenir, c'est seulement là qu'ils reviennent vers la population ou vers la base pour leur dire, voilà, si vous m'élisez encore cette fois, je ferai ceci, je ferai cela, alors qu'il n'est jamais revenu pour nous dire ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec CCR, vous pensez que cela sera possible et faisable? Parce qu'il y a les aînés qui sont en politique qui ne sont pas redevables vis-à-vis de la population. Oui, madame, au-delà de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible, qui est l'objectif de tous les partis politiques, le parti politique aussi a l'obligation de former la population, donc ses membres. Par rapport aux élections, il faut faire voir à la population et les faire comprendre quel est le rôle effectif du député. Et voilà aussi la constitution. Le civisme au sein de partis politiques. Parce que le parti politique aujourd'hui, c'est comme une école de formation. Quand quelqu'un est nommé, qui sort d'un parti politique, normalement, il doit être quelqu'un qui a été vraiment très bien formé, capable de défendre la nation. Malheureusement, est-ce que le civisme, aujourd'hui avec redevabilité, vous pensez que le civisme aura une place de choix dans votre parti? En tout cas, le civisme aura une place de choix dans notre parti. Parce que je l'ai dit, au-delà de conquérir le pouvoir, nous aurons aussi l'obligation ou la mission de former nos membres. Leur faire connaître en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles. Leurs droits et leurs devoirs pour la nation. En quoi est-ce qu'eux aussi peuvent être utiles à la nation. C'est là que nous sommes en train de jouer. Je reviens par rapport à la question que vous avez parlé de vacances parlementaires. Vous comprenez par là que même la constitution du pays, d'une manière ou d'une autre, a consacré le principe de la redevabilité. Quand on donne l'occasion à un député de rentrer à sa base, c'est pour aller rendre compte de son travail et prendre en compte des déshydratats de la population pour les ramener encore au niveau du sommet. Malheureusement, le constat est amer. Très bien. Ces mêmes députés qui sont élus, ils ne savent pas à quoi servent les différentes vacances parlementaires dont tu bénéficies. Ouais. Alors,
les candidats députés et la population, ils ont besoin de l'éducation, du civisme. La redevabilité, la CSR, Convention des Congolais pour la redevabilité, jouera vraiment pendant tous les... Parce que nous avons créé les partis... Jouera le rôle d'arbitre. Oui, pas d'arbitre, mais d'un véritable parti politique. D'une école de formation. Parce qu'il faut éduquer la population à savoir que les uns sont redevables vis-à-vis des autres. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les élections passées de 2018. Je considère moi ces élections comme étant des élections pédagogiques que le pays n'a jamais connues. Nous sommes retrouvés dans une situation où un président est élu d'un autre camp et la majorité ça se retrouve dans une autre camp. Il y a la conseil. Qu'est-ce qui a été à la base de cela? Parce que la population n'était pas préparée. La population ne savait pas, quand vous votez un député, un président de la République, il faut lui donner aussi un député qui lui permettra de bien gérer le pays. Parce que le régime dans lequel nous sommes dans le régime présidentiel où le président choisit le Premier ministre dans la majorité. Mais là, la majorité s'était retrouvée dans un autre camp. Les élections qui nous sommes en train de... Le pays était même bloqué parce que le président était incapable de bien gérer parce qu'il n'avait pas avec lui la majorité. Heureusement pour lui, les choses ont changé. Il y a eu basculement. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a sa majorité qui est aujourd'hui l'Union sacrée pour la nation. Donc, avec la redevabilité, nous sommes très confiants que la donne que nous amenons va changer beaucoup de choses au sein de la politique. Voilà, parlez-nous alors du projet de société de ces partis. Ou bien que vous l'aviez ramassé, ça et là, redevabilité, citoyenneté, tout ça. Parlez-nous un peu du projet de société, parce qu'on voit, il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais quand vous êtes venu, il faut nous amener quelque chose de consistant qui va attirer plus d'un Congolais afin qu'il puisse adhérer à cette vision que veut inoculer le président Vital Mouchoko. Oui, merci beaucoup, madame. Le projet de société de CCR est fondé sur la gestion, autre gestion du pays pour la stabilité et la prospérité du Congo. C'est ça. La stabilité, la prospérité du Congo. La stabilité et la prospérité. Donc la gestion. Autre gestion du Congo pour la stabilité et la prospérité de la RDC. Et dans notre projet de société, c'est l'homme qui est mis au centre de toute action politique que nous pourrons mettre sur terrain. Si l'homme n'est pas mis dans des conditions nécessaires pour son épanouissement, nous ne pouvons pas vraiment attendre un retour positif quant à ce qui concerne le développement du pays et l'émergence du pays. Ouais. Sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan économique, nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il faut créer à l'interne, dans notre pays, une classe politique. Et pas une classe politique, mais une classe moyenne. Des entrepreneurs congolais qui ont des capitaux propres au Congo. Nous estimons que nous devons, d'une manière ou d'une autre, diversifier. Là, vous rejoignez le chef de l'État qui a dit qu'il fera des Congolais des millionnaires. Ça, c'est vous qui le dites, faire des Congolais des millionnaires, mais cela maintenant doit s'exprimer par des faits réels sur le terrain. Très bien. Parce que des millionnaires, nous en avons déjà, pas seulement à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République. Prenons seulement le cas de l'agriculture au pays. Si et seulement si on prenait conscience de l'agriculture au pays, c'est un des éléments qui peut nous permettre... Nous avons des terres arables. D'abord, de diversifier notre économie. Et quand notre économie est diversifiée, nous avons la production à l'interne ici. Ça peut avoir d'une manière ou d'une autre une incidence positive sur les taux d'échange. Aujourd'hui, nous pleurons, nous sommes en train de créer les taux de dollars qui nous fait que... On dirait que le taux d'échange est déjà en 2024. Oui. Et pourtant, s'il y a une production agricole, ou bien dans tous les secteurs, normal, propre, qui nous permet, nous, Congolais, de vendre à l'extérieur. Parce que quand nous vendons à l'extérieur, ça veut dire que nous pouvons demander, obliger à nos partenaires de venir acheter ici en francs congolais. Et quand on achète en francs congolais, cela fait en sorte que... On valorise d'abord notre monnaie. Notre monnaie est valorisée. Et puis on stabilise le taux de change. Le taux de change sera stabilisé. Et donc, c'est là que nous sommes. Tout le monde doit se mettre au travail. Donner la chance à tout le monde de travailler pour le Congo. C'est de ça que nous sommes en train de privilégier dans le compte du CCR.
Voilà, tout le monde doit travailler, donner la chance à tous les Congolais. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on doit donner la chance à tous les Congolais vont prouver de quoi ils sont capables? Parce que nous sommes en train d'observer la classe politique. Vous avez parlé ici de la redevabilité. On sent que la population est abandonnée à son triste sort. Mais aujourd'hui, quand CCR vient, il nous dit, il met l'homme au centre, il nous dit qu'il veut instaurer une nouvelle classe politique. Vous pensez que cela est facile? Avec quel mental, avec quel civisme? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous observons, c'est d'abord le ventre. Je suis nommé, d'abord c'est moi, ma famille et le reste, le pays vient après. C'est pourquoi les choses n'évoluent pas. Mais aujourd'hui, avec le parti que aujourd'hui vous êtes en train de défendre dans cette émission, vous pensez que ça va ajouter une nouvelle, il va donner une nouvelle impulsion de la politique congolaise? Madame Ranta, nous sommes très conscients de la responsabilité que nous portons dans le cadre du CCR vis-à-vis de la population congolaise. Et nous sommes de ceux-là qui pensent que le développement, ce n'est pas une affaire de court terme. C'est tout un processus. Très bien. La CCR vient à peine de naître, mais il est déjà de plein pied sur terrain. Nous allons procéder à travers sur le civisme. Parce que le commun des mortels des Congolais avait déjà perdu cette notion-là de la citoyenneté, de redevabilité vis-à-vis de la nation. Il faut réveiller cela. Il faut réveiller cela. Et cela, c'est au travers... Le parti politique ne doit pas seulement réunir mobiliser les gens quand il s'agit de mener des réclamations des marches. On dit qu'ils utilisent des enfants des autres, alors que leurs propres enfants sont peut-être à l'étranger, en train d'évoluer tranquillement, mais les enfants des autres sont traînés dans la rue, en train de recevoir de coups de fouet parfois. C'est ça l'image que l'ancienne classe politique a donné de la politique. Et pourtant, la politique que nous voulons à l'INC, je m'excuse, au CCR, c'est cette politique-là qui sera utilisé comme un instrument de développement, un instrument d'épanouissement, un instrument de prise de conscience de ce qu'on peut être pour la nation. Très bien. Madame, Monsieur, je vous rappelle que nous avons sur ce plateau Monsieur Marius Moubalama. Il est membre fondateur du parti CCR, Convention des Congolais pour la redevabilité. Il est cadre au sein de ces partis également. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de ce nouveau parti appartenant au président Vital Moussoko. Puisque nous sommes en train d'évoluer, aujourd'hui, CCR, si on doit le classer, on le classe à gauche, à droite ou au centre? Le CCR, comme vous le savez, comme nous l'avions dit, s'il vient à peine de naître, il y a certaines décisions qui ne relèvent pas d'un individu, Marius, que je suis. Le bureau politique va au moment opportun se décider et voir quel est ce cas-là qui va dans le sens que la CCR. Donc, pour l'instant, nous sommes dans le cas de redevabilité. Là où la redevabilité a toute sa valeur. Et au moment opportun, nous allons nous déterminer. Vous allez vous positionner. Nous allons nous positionner. Parce qu'il y a ceux qui sont du bon côté de l'histoire et ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Bon. Donc le CCR ne s'est pas encore positionné pour l'instant. Mais parlons un peu du processus électoral aussi, parce que nous sommes dans une année électorale. Aujourd'hui, le CCR, bien que c'est un bébé, un parti qui vient à peine de naître, aujourd'hui déjà, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a lancé depuis hier comment dire, le dépôt des candidatures. Est-ce qu'aujourd'hui, votre parti est prêt à aligner les candidats à la législative nationale où il faudra attendre l'échéance prochaine? Oui, merci madame pour la question qui est... Parce qu'il se peut que vous ayez des ambitions. Hein? Il faut nous dire aujourd'hui, est-ce que votre parti peut proposer des candidats? Parce que là, on aura à vous juger par rapport à vos candidats qui sortiront peut-être députés national ou députés provincial. Là, on jugera, est-ce qu'ils sont redevables? Est-ce qu'eux ont bien géré par rapport à tout ce que vous dites ici? Ce sont des théories encore. Il faudra que les partis proposent des personnes et après avoir exercé, on va juger si ils ont été corrects par rapport à la vision du parti. Merci beaucoup. En tant que parti politique,
la Convention des Congolais pour la redevabilité est partie prenante de ce processus électoral. Très bien. Ça veut dire que la CCR aura des candidats à tous les niveaux. À tous les niveaux dans les centres. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas toujours facile pour un parti politique de se représenter seul avec tout ce qu'il y a comme loi électorale. Très bien. Il faut un seuil. Il y a des seuils de redevabilité, de seuils d'éligibilité qu'il faut réunir. Mais au moins, les tractations sont en cours. La Convention des Congolais pour la redevabilité va bien sûr se liguer avec d'autres partis politiques dans le cadre d'une plateforme électorale. Très bien. Et c'est à partir de ça que la CCR aura aussi des candidats à tous les niveaux. Ok. Donc nous sommes vraiment partie prenante de ces élections. Processus électoral, mais en attendant, vous n'êtes pas encore mis d'accord avec quel parti ou avec quel regroupement vous allez faire alliance. Madame, nous y travaillons nous et jour. Et au moment où je vais revenir ici et vous dire, madame... Très bien, pour nous dire que CCR, désormais, est dans tel regroupement politique, dans telle famille politique. Voilà. Très bien. Et à votre avis, est-ce que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023 où il y aura report? Sur base de tout ce qui s'est dit à l'opposition, du côté pouvoir et même du côté de la CENI. Oui, est-ce que vous croyez en ce processus électoral? Je vous remercie encore pour cette question. Nous sommes en train de suivre de près le processus électoral au pays. Et à en croire le gouvernement, les élections auront bel et bien lieu en décembre de cette année. Et nous croyons à ce fait-là qui est élection en 2023. Mais récemment, ici, nous avons suivi tous la sortie médiatique du président de la CENI, qui se plaignait, ou qui se plaint, de la lenteur avec laquelle le gouvernement débourse les fonds qui devraient être alloués à la CENI. Il nous a parlé de 10% sur les 100% qu'on devrait mettre à sa disposition. Et il a dit que ça serait d'une manière ou d'une autre un blocage ou bien un danger pour que les élections ne soient pas tenues en décembre. Donc, merci beaucoup. Et donc, nous croyons à ce que les élections soient tenues en décembre et nous sommes en train de travailler vraiment en fonction des élections de décembre ici. Et en tant que politicien, puisque vous êtes déjà dans la politique active aujourd'hui, en tant que membre fondateur et en tant que cadre de Congolais, de la Convention des Congolais pour la redevabilité, aujourd'hui, en tant que politicien, quand vous voyez les revendications des évêques, les évêques de l'Église catholique, les revendications de ceux de l'opposition, aujourd'hui on a les blocs de l'opposition, on a Martin Fayoulou, on a Augustin Matata Pogno, on a Moïse Katoumi, on a Delis Sanga, qui ont fait bloc contre le pouvoir pour dénoncer le processus électoral qui est frauduleux. Ils ont déclaré beaucoup de choses. Aujourd'hui, suivant la lecture de tous ces faits, vous pensez que comme vous avez dit, vous vous engagez dans ces processus électoraux, vous pensez que il n'y aura pas de contentieux après les élections, comme on l'a toujours vécu en RDC? Oui, merci beaucoup, madame, encore. Vous savez, l'Église catholique, c'est un acteur majeur de ce processus électoral ici. Pourquoi je dis que l'Église catholique est un acteur majeur de ce processus électoral ici? Parce que l'Église catholique, il est présent là où l'État congolais n'est pas. Dans tous les territoires, dans tous les villages, s'il n'y a pas une paroisse, vous allez y trouver un CVB. Un CVB. Ouais. Et au travers de ça, c'est la CENI. Donc, au travers de l'Église catholique, la CENI peut se retrouver partout. Okay. Ça veut dire que ce processus électoral ici, mon vœu est que ça soit de plus en plus inclusif. Que tout le monde puisse se retrouver dans le processus. S'il y a des recommandations ici et là, que la CENI soit ouverte et écoutée. Et s'il y a des choses à fixer ou bien à régler par rapport aux revendications des uns et des autres, qu'ils tiennent ça en compte. Tout cela pour éviter des contentieux ou bien des irrégularités. Parce que nous sommes quand même à plus de troisième expérience dans les processus électoraux. Nous avons connu des élections en 2006, en 2011, en 2018. Nous sommes à notre quatrième. Quand même, il faudra que, quatrième cycle électoral, il faudra que les choses aillent en s'améliorant. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est dit là, la CENI,
peut recadrer les choses ou recadrer les tirs compte tenu de toutes ces revendications? Vous pensez que ça... parce que le train est déjà en marche, est-ce qu'il faudra faire marche en arrière? Est-ce qu'il faudra inclure... Parce que vous avez dit qu'il faut que le processus soit inclusif. Que faut-il faire exactement pour que tout le désiderata, toutes les revendications soient prises en compte? Qu'est-ce qu'il faut pour que toutes les désiderata soient prises en compte? Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est le dialogue. Les acteurs politiques, opposition comme majorité, et la société civile. Parce que ce sont là les trois acteurs majeurs de ce processus électoral ici. Ils doivent se mettre ensemble, discuter et se parler autour d'une table, discuter et parler entre eux. Et vous ne pensez pas que ça va retarder les choses? Il risque d'avoir un glissement parce que les temps, vous savez, au Congo, quand on parle dialogue, on voit après, il faut d'abord qu'on se partage le pouvoir, il faudra beaucoup de choses. On a déjà vécu ça ici en RDC. Moi, quand je parle dialogue, je ne vois pas dialogue dans le sens de partager le pouvoir. Très bien. Je vois dialogue dans le sens de présenter ceux qui ont des revendications à présenter, de les présenter. D'harmoniser les vies. Ceux qui ont des points de vue contraires par rapport aux arguments que l'autre qui le présentent. Et ensemble, qu'ils harmonisent le vue. Ce n'est pas seulement que quand il y a dialogue, il faut nécessairement partager le pouvoir. Non, on doit aller aux élections. Allons-y aux élections. Mais dans un climat apaisé. Dans un climat apaisé. Nous avions eu des élections de 2018 ici. Les conditions dans lesquelles les élections étaient passées, tout le monde avait applaudi. À la fin, même s'il y avait eu après des échauffourées de réclamations, mais au moins, les élections étaient passées dans de bonnes conditions. C'était une première expérience. Et nous avions eu le résultat. Et donc, s'il y a des revendications, la CENI soit ouverte, qu'il écoute. Voilà, compte tenu de la situation ou des propos des évêques, les évêques catholiques aujourd'hui sont critiqués par certaines personnes. Vous avez dit ici, vous avez loué que les évêques sont partout, ils sont représentés partout, où l'église catholique est représentée partout dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on accuse nos évêques d'être plus politiques que religieux. Votre lecture, votre point de vue là-dessus? On dit que les évêques aujourd'hui, ils ne sont pas au milieu du village, ils sont plus politiques au lieu de s'occuper de la vie spirituelle et religieuse des communautés. Oui, madame, je pense que le comportement actuel des évêques n'est pas inédit, n'est pas quelque chose de nouveau par rapport au pouvoir en place. Depuis des années, nous savions comment est-ce que le fait cardinal Mosengo s'était affronté avec le fait Mobutu. Nous savons comment est-ce que le fait Mosengo toujours. Quand je parle du cardinal Mosengo, je vois l'église catholique en général. Il y a le cardinal Mosengo, il y a le cardinal Ambongo. Je parle toujours avec Mosengo, comment est-ce qu'il a été avec le pouvoir de Joseph Kabila. Et le tenant du pouvoir actuel, ils étaient toujours du côté de l'église. Donc le comportement de l'église, c'est un comportement habituel parce que lui, il prend le temps de scruter la souffrance de la population. Il est proche de la population. Il connaît le vécu au quotidien de la population. Et il sait qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la vie de la population. Parce qu'il est toujours aux côtés d'eux. L'église catholique n'a jamais été proche du pouvoir. Il n'a jamais caressé le pouvoir. Mais c'est ça, on dit qu'il est toujours du côté de... Mais non, moi je pense... Il s'oppose toujours au pouvoir. Alors, est-ce que c'est vraiment son rôle? Aujourd'hui, le rôle de l'église catholique, c'est être en train de prêcher la parole ou en train de suivre le politique ou suivre le pouvoir ou de critiquer le pouvoir? Moi, je pense que, ça c'est mon point de vue, l'église devrait être écoutée. Parce que tout ce que disent les prêtres, ils ne le disent pas pour leur propre intérêt. Ils le disent pour l'intérêt général. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin des immeubles. Il y a ceux qui ont, parmi les prêtres, là, il y a ceux qui ont signé le vœu de pauvreté. Ils sont pauvres à vie. Je m'excuse. Ils sont pauvres à vie. Donc, tout ce qu'ils cherchent, c'est le bien-être de la population. Donc, les évêques... Vous encouragez les évêques à poursuivre cette bataille aux côtés de la population, contre le pouvoir. Si c'est dans le cadre de dire la vérité, d'orienter l'action du gouvernement, je m'excuse encore, d'orienter l'action du gouvernement, oui. Mais si c'est dans le cadre de diffamer
je ne pense pas qu'ils n'ont aucun intérêt pour diffamer. Si c'est pour le bien commun, pour que le processus électoral soit plus inclusif, démocratique, j'encourage. Très bien, parce qu'il y a aussi le chef de l'État qui est dans la province du Kasaï, qui a fait une mise en garde sévère aux évêques, les accusant d'être au milieu du village, ne pas diviser la nation. Tout ça, est-ce que ça valait la peine? Il fallait que les chefs de l'État fassent cette mise en garde, parce qu'on sait que quand le parti au pouvoir, l'UDPS, était à l'opposition, ils ont milité tout aux côtés de l'Église catholique. Il y a eu les CLC à cette époque-là, la Cinco aussi. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Une mise en garde. Vous pensez que cette mise en garde a sa raison d'être? C'est pourquoi j'ai Votre lecture, votre point de vue. C'est pourquoi je vous ai dit, madame, que l'Église devrait être écoutée. Le pouvoir en place devrait s'approcher de l'Église, l'écouter et savoir réellement quelles sont les revendications de l'Église. Quelles sont, à côté de ces revendications-là, quelles sont les recommandations que l'Église fait. Parce que le pouvoir, ça passe, hein? Mais l'Église sera toujours là. Ouais. Le pouvoir de Mobutu était passé. Très bien. L'Église catholique était là. Le pouvoir de Kabila était passé. Le pouvoir est toujours là. Et le pouvoir ici aussi, d'une manière ou d'une autre, passera. L'Église sera toujours là. Donc pour moi, l'Église catholique devrait être écoutée. Très bien. Donc on devrait normalement éviter le bras de fer entre l'Église et une guerre ouverte entre l'Église et le pouvoir. Très bien. Vous avez cité Joseph Kabila. Il n'y a pas très longtemps, il a fait une sortie, on peut dire médiatique, on peut dire, parce qu'on ne le voyait plus dans le réseau, on ne le voyait plus avec sa famille politique, mais au moins, il a renoué avec sa famille politique. Il a même promis de s'adresser, de communiquer dans le jour qui vient. Vous pensez que Joseph Kabila a quelque chose encore à dire à la nation congolaise après avoir dirigé ces pays pendant plus de 18 ans? Merci beaucoup, madame. Vous savez, Kabila, nous l'avions beaucoup critiqué à l'époque. Kabila est passé. Nous avons une nouvelle expérience aujourd'hui. On parle d'un ancien président? Oui, oui. Et l'expérience d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous révéler effectivement qui était le président Kabila. Avoir à parler, je pense que oui. M. Kabila a dirigé ces pays pendant 18 ans. Il connaît tout le méandre du pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui peut travailler encore pour le pays en tant que consultant. C'est un consultant. Il est utile. Ouais, il est utile. Je ne sais pas, sa communication sera fondée sur quoi. Je ne veux pas déjà, d'entrée de jeu, commencer à critiquer ce que je ne sais pas. Mais je pense que le monsieur, dans ce Kingakati profond là-bas, il doit avoir en tant que citoyen congolais, il a le droit de s'exprimer sur la situation politique du pays, sur la gestion du pays, pourquoi pas. Comme je suis en train de le faire maintenant. Très bien. Voilà, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission, mais il y a quelque chose qui revient beaucoup plus, c'est le tribalisme, messieurs Marius Moubalama. Aujourd'hui, le tribalisme a atteint un niveau qu'on ne peut pas imaginer. On s'est dit, on est Congolais, mais on se regarde, si on est de telle partie du pays, on s'est dit, celui-là est de tel. Est-ce qu'aujourd'hui, le tribalisme peut être vaincu en République démocratique du Congo? Oui, on a toujours dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Dans le passé, nous avions beaucoup décrié la gestion du maréchal Mobutu. Mais il y a quand même de valeurs aussi pendant la période de parce qu'à l'époque de Mobutu, il prenait quelqu'un du Congo central, il vous envoyait ou dans le Kasaï, c'était des permutations comme ça qui ont permis aux gens de se sentir chez soi. Je vais vous donner un cas concret. Très bien. Un cas concret. L'honorable Vila Kikanda. C'est un Congo qui a été, il a été le meilleur gouverneur depuis l'histoire de la province du Nord Kivu. Et ce monsieur-là, il était parti. Mais la population l'avait gardé. L'avait réclamé. Non, l'avait gardé dans sa mémoire. Il est revenu aux élections, je crois, de 2011. C'est un candidat. Il n'était pas allé dans la province
Dans sa province d'origine. Dans sa province d'origine, il est rentré à Nord Kivu parce qu'il savait que à Nord Kivu, c'est là où il a des traces. C'est là où il a travaillé. Ce monsieur, si Nord Kivu est tel qu'il est aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, c'est grâce à Condé. Il a été le mieux élu de la ville de Goma. Arrivé à Kinshasa ici, lui ne Congo qu'il est, il a été élu par ses pairs comme président du caucus de députés du Nord Kivu. Vous comprenez ça? Donc, il y a plusieurs manières. Donc, tout Congolais est utile partout là où il peut se retrouver. Il doit se sentir libre. Il doit se sentir libre partout là où il est. Vous voyez? Le tribalisme, ça ne nous permet pas d'avancer. Très bien. Au contraire, le tribalisme vient détruire. Parce que ça crée beaucoup de frustrés. Très bien. Et dans le tribalisme, on risque de prendre n'importe qui là où il ne faut pas prendre. Parce qu'on sait que non, c'est mon frère qui doit être là. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas. Si vous allez à la fonction publique aujourd'hui, ça ne va pas. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Tribune. Je rappelle que j'avais sur ce plateau Monsieur Marius Moubalama. Il est membre fondateur du parti Convention de Congolais pour la redevabilité. C'est dans ces cadres que nous avions avec lui débattu sur ce nouveau parti qui vient de naître. Le parti appartenant au président Vital Moussoko. Il est Kibosolé, très bien. Et nous avons aussi parlé de le processus électoral. Nous avions parlé du tribalisme. Nous avons parlé de la situation du pays. Voilà en bref ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir de ces magazines d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à tous ceux qui sont derrière le caméra pour vous servir. Nous nous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Bye bye.